Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de la première partie du coup de Obi-Wan Kenobi. Et évidemment, pour parler de ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Max Rebo Collection et que je remercie bien évidemment de participer encore une fois à des reviews sur la chaîne. Et de t'accueillir pour l'occasion. Oui, c'est ça, on bénéficie d'un très joli décor encore une fois. Alors comme je le disais, aujourd'hui on va parler du tout premier épisode d'Obi-Wan Kenobi qui s'intitule donc partie 1 simplement. Et comme d'habitude, on va faire une première partie sans spoilers, puis une partie avec spoilers dans laquelle on va aller un peu plus en détail sur l'intrigue de cet épisode. Donc le synopsis c'est quand même assez simple pour l'instant pour ce premier épisode. On a donc les sbires de l'Empire vont pousser Obi-Wan Kenobi à intervenir en gros. C'est à peu près ce qu'on nous raconte là-dessus. Alors on va commencer par l'avis global sur l'épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé alors sans spoilers bien évidemment pour le moment. Ça va être dur. Hein. C'est toujours... Faut rester très général. Surtout sans spoil. C'était bien. C'est déjà bien. Non. C'est chouette de retrouver, surtout pour une série comme ça, j'allais dire de retrouver une série Star Wars avec de l'ambition. Visuellement, c'est vraiment beau. On a un épisode qui traite bien de ces personnages, qui prend son temps sans pour autant qu'on s'ennuie. Justement, les persos l'épisode est long en plus. Sont bien présentés, sont bien dessinés. On a un Obi-Wan assez intéressant, Obi-Wan qui doute. On a de beaux décors, de l'ampleur pour ce qu'on voit. Ouais, je trouve que c'est agréable, surtout après une série de Book of Boba qui avait un peu déçu, je trouve, par son manque d'ambition, ouais, clairement, où c'était... Sans que ce soit affreux ou que ce soit nul. Hein. Ouais, c'était ça, mais tu voyais que c'était la petite série qui était faite pour te faire patienter jusqu'à la saison 3 de Mandalorian. C'est ce que j'allais dire. Où, grosso modo, je sais pas, je trouve en termes de décor, en termes de beaucoup de choses, même de scénario, hein, on n'avait pas grand chose à raconter et finalement on te faisait patienter. Là tu retrouves quelque chose qui a de l'ampleur, quelque chose qui visuellement est sympa à regarder et effectivement tu as beaucoup plus une ambition presque même vraiment cinématographique parce que davantage même c'est par rapport à Mandalorian je trouve. C'est la limite, j'allais dire, d'avoir une série télé Star Wars. Le risque, c'est quand tu as un épisode chaque semaine, c'est d'avoir quelque chose qui visuellement peut être joli, mais fait série télé. Là, tu as plein de décors, tu as plusieurs planètes qui sont visitées, tu as plein de figurants, visuellement, c'est soigné et c'est joli et sympa à voir. Et après, dans l'histoire qui est racontée, alors... pas dire que c'est follement original parce que c'est quelque chose finalement au niveau de l'intrigue auquel on pouvait s'attendre. Il est difficile effectivement de s'imaginer autre chose pour faire sortir Obi-Wan de son exil. La raison de trouver est très bien. On n'en parlera pas plus en détail ici pour l'instant. Mais la raison vraiment qu'ils ont choisi pour faire justement le fait que Obi-Wan doive intervenir sur un truc en particulier est très très bien trouvé et c'est très logique parce que là franchement pour trouver un moyen de le faire c'est voilà, ça. c'est compliqué surtout que on sait que Obi-Wan est pendant les 19 années qui séparent le 3 du 4 resté en exil sur Tatooine. Bon alors effectivement s'il a passé une grande partie de son exil sur Tatooine, il avait le droit de... Enfin, il a eu l'occasion sûrement de quitter la planète. C'est effectivement l'une des raisons qui va l'y amener, parce que ça fait aussi du bien de quitter un peu Tatooine. Ça, c'est la diversité des lieux qui est très appréciable dans l'épisode. On savait déjà qu'il y avait la planète d'Ayu, par exemple, qu'on avait vu dans les bandes annonces. Et on va pas en dire plus pour l'instant, mais c'est vrai que comme on n'est pas tout le temps sur Tatooine, ça change un peu et ça fait du bien. Un truc qui était vraiment un peu répétitif avec Boba Fett, c'est que c'est vraiment quasi exclusivement, à l'exception des épisodes centrés sur Mandalorian et Grogu du coup, vraiment l'intrigue de Boba Fett c'était Tatooine. Bon, c'est logique que ce soit tout le temps Tatooine, mais là heureusement qu'on change un peu d'endroit parce que sinon on a un peu une overdose de sable quoi, parce que c'est là, ça et surtout c'était un peu toujours les mêmes décors et les 10 mêmes figurants, peut-être 15 mais qu'on revoyait
qu'on revoyait sur Tatooine. Ce qui est pas mal aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'épisode est assez long, je crois qu'il fait 55 minutes. Alors bon, en comptant le générique de fin, qui prend quand même pas mal de temps. Mais j'ai été surpris un peu par la durée de l'épisode, sans qu'il soit ennuyeux, tu vois. Il est assez bien dosé, le temps se passe un petit peu longuement à certains moments, mais ça passe bien justement avec l'histoire qu'il nous a racontée. Je trouve que c'est un rythme qui est très très bien. Et c'est là que je suis très content, par exemple, que ce soit Deborah Chow, en fait, qui s'occupe de toute la série en général. Et j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait pour Mandalorian d'ailleurs. Et là, elle réitère, je trouve, de bons épisodes pour Kenobi. Si jamais j'avais un truc à ajouter quand même qui est assez important par rapport à cet épisode, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur dans la bande-annonce. Je pense que toi aussi. Surtout autour de personnages en particulier. J'ai été quand même pas mal rassuré en voyant l'épisode. Un peu moins, je crois, de ton côté. Il y a 2-3 griefs encore qui restent. Mais je suis plutôt content de la façon dont ça tourne au final. Le visuel final qu'on a dans l'épisode est plutôt pas mal, je trouve, au final. Mais c'est un peu les déboires du live action. Je pense qu'on y viendra un peu plus en détail dans la suite. Mais au final, ça passait. Ma plus grande crainte, quand même, évidemment, reste le combat avec Darth Vader. Oui, de voir comment les choses vont être amenées. Bon, ça, c'est pas encore pour tout de suite, hein, évidemment, mais ça reste ma plus grosse crainte. En tout cas, les autres, ça va. C'est bon, je suis plutôt rassuré là-dessus. Donc, voilà. Les petites inquiétudes qui datent de l'époque de la diffusion de la bande-annonce se sont un peu estompées de mon côté, donc tant mieux. Vraiment, l'une des grandes forces aussi de cet épisode, c'est la façon dont sont développés les persos, et ça, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Je trouve que il y avait beaucoup de persos, effectivement, des fois dans d'autres séries, introduits de façon un peu maladroite et sous-exploitée. Là, je trouve que déjà, dès le premier épisode, les personnages qui sont introduits le sont plutôt bien traités, ont droit à chaque fois à une belle exposition et sont vraiment convaincants, et on a très rapidement envie de suivre notamment les nouveaux personnages qu'on va rencontrer. Ouais, parce que le personnage de Reva, par exemple, est très bien. Elle est un petit peu différente de ce à quoi je m'attendais d'ailleurs. Oui, moi aussi. Elle m'a un peu surpris sur certains aspects. Les Inquisiteurs, Obi-Wan et même 2-3 personnages qu'on rencontre au gré justement de ce premier épisode-là. Owen dans la bande-annonce était déjà génial, mais bon là on en voit plus, donc il est encore mieux. Mais voilà, c'est vraiment... c'est vrai qu'on prend plus de temps, c'est le côté un petit peu série aussi qui permet ça. Mais je pense qu'on bénéficie aussi d'avoir des personnages qui ont déjà été introduits dans les films, et là dont on peut approfondir vraiment la personnalité, ce qui leur est arrivé et tout. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, on a déjà vu le deuxième épisode, évidemment, vu que c'est sorti en simultané, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite par rapport à ces nouveaux personnages et aussi au développement des personnages qu'on connaît déjà. Je pense qu'on va pas forcément pouvoir en dire grand chose de plus, parce que là j'ai envie de parler de plein de trucs qui sont dans l'épisode, mais sauf qu'on peut pas on peut rien dire pour l'instant en partie sans spoil, donc allons-y. À partir de maintenant, on est en partie avec spoilers, donc on va aller en détail dans l'épisode. Bien évidemment, c'est soit pour ceux qui n'en ont rien à faire d'être spoilés, ou ceux qui ont déjà vu l'épisode. Du coup, un truc auquel je m'attendais pas, le recap. On a un recap sur le premier épisode, qui est très chouette. Mais en fait, c'est un montage des épisodes 1, 2, 3 qui donne, c'est ça, pour rappeler, on va dire, un petit peu les enjeux des personnages d'Obi-Wan, Anakin, etc. La prophétie, le lien entre Obi-Wan et Anakin, la naissance des jumeaux. Tu sais que ça m'a donné envie de revoir les 1, 2, 3. Clairement, pareil. Parce que là, tu vois, c'est la version condensée 3 minutes. Mais là, tu veux revoir les 3 films, parce que franchement, c'est vraiment chouette. Et alors, pour le coup, ils insistent notamment sur la fin du recap, sur 2-3 trucs. Qui-Gon. Et donc, qui me donne des espoirs pour la suite de le revoir. Parce moi, je mise sur l'épisode final. Parce que surtout que c'est introduit par Obi-Wan plusieurs fois dans l'épisode. Essaye de communiquer avec Qui-Gon. C'est ça. On revient sur la discussion avec Yoda. Je pense que c'est à ça que tu pensais. Dans l'épisode 3, du style, tu vas avoir des exercices sur Tatooine pour essayer de parler avec Qui-Gon. Tu sens vraiment que dans le dernier épisode, va y avoir la voix de Liam Neeson. Surtout que ça avait été un truc qui avait vraiment interrogé les fans à l'époque, quand Qui-Gon mourait et que le corps restait, il ne devenait pas un fantôme de force comme... enfin, je sais pas, on s'imaginait tous qu'à chaque fois qu'un Jedi mourait, rejoignait la force et tout ça. Donc on avait été surpris d'apprendre que c'était pas le cas.
Et là, pour le coup, c'était quand même, on va dire, une des questions inachevées, un peu laissée en suspens et très brièvement évoquée dans le 3e. Je crois qu'il y avait même eu une scène coupée où, alors je ne sais pas si elle avait été tournée ou juste écrite, parce qu'elle était même dans le comics où on voyait Yoda sur Police Massa. On entend la voix de Qui-Gon. Ouais, enfin, on devait entendre la voix de Qui-Gon, mais je crois que ça a été coupé. Ça a été coupé, ouais. Alors, Et après, de toute façon, la voix de Qui-Gon, tu l'entends déjà dans l'épisode 2. Ouais. Tu sais, quand Anakin tue les Tusken. C'est ça. Et t'as Anakin, no. Et tu l'entends aussi dans la série Clone Wars. Et c'était Liam Neeson d'ailleurs qui était revenu pour faire la voix, si je me souviens bien. Ouais. Mais là, je table tellement sur en fin d'épisode 6, une fois qu'il sera revenu, tu vois, de tout son périple, quand il sera revenu sur Tatooine pour veiller sur Luke, etc. Qu'il arrive enfin à communier avec l'esprit de Qui-Gon et qu'il lui parle enfin. Surtout qu'en plus, alors ça, est-ce que c'est un détail qu'on devait savoir avant? Je suis pas sûr. Mais il y a un bouquin qui a été écrit, je crois que c'est Skywalker A Family at War, qui dit que en gros Obi-Wan a communiqué pour la première fois avec Qui-Gon en 9 avant l'épisode 4. D'accord. Et c'est pile poil l'année en fait de la série. Donc il y en a plein qui ont commencé à dire, si ça se trouve en fait on va voir ça pendant Obi-Wan Kenobi. Et je pense que vu ce qui est mis là, les petites germes là qu'on a dans ce premier épisode, je pense que ça va venir. Ah bah oui, plusieurs fois il s'adresse à lui effectivement. Ouais. C'est ça. Mais c'était très sympathique ça du coup. Et en fait au début on nous présente plus ou moins sa vie tous les jours. Bah attends, t'oublies la scène d'introduction du film. Enfin du film. Lapsus intéressant. De la série, effectivement, qui commence sur Coruscant en plein ordre 66. Alors, pour le coup, la scène est vraiment géniale. Elle est très très bien faite, très jolie. Un peu dans la veine de ce qu'on avait vu pendant quelques secondes avec Grogu dans Book of Boba Fett. Là, on voit un peu plus en détail ce que c'est. Tu sais que j'ai eu peur qu'il apparaisse en plus Grogu. Alors, parce que je me suis dit, non. Non, toi tu restes dans tes séries. Mais voilà. C'est ça. La scène est très très jolie, très bien faite. Pour une fois qu'on a des Clone Troopers en plus en live action en phase 2, comme pour Book of Boba Fett. Parce que pour le rappeler, évidemment, tous les Troopers des épisodes 2 et 3 sont que en CGI. Donc aucune armure de clone n'a été créée pour la prélogie. Voilà. C'est nul en fait quand ils pensent en plus, mais bref. On a droit à une scène très très cool. Ils font quoi? On dirait qu'ils font une séance de tai chi là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une séance d'entraînement. C'est ça. Et le maître, en gros, qui s'occupe des petits novices, se fait tuer par les clones. Voilà. Et ça coupe assez brutalement d'ailleurs. On sait pas. On a l'impression qu'en fait c'était que le début d'une scène qu'on verra, je pense, très certainement plus tard. Et je mise vraiment sur Reva en fait pour. Moi aussi. Au niveau de l'utilité, parce que pour le coup, c'est la seule scène qui. C'est pas qu'elle sert à rien, mais qui n'est pas rattachée en fait à l'intrigue pour l'instant. Potentiellement l'une des apprenties, alors en plus, est-ce que ça a été fait sciemment? Très certainement, si c'est bien l'une d'elles, mais effectivement, il y a une apprentie qui pourrait être une jeune Reva. Au niveau, effectivement, on est 10 ans avant, il y en a une qui est un peu plus grande que les autres niveaux apprentis. Pour avoir une vingtaine d'années dans Obi-Wan. Donc ça serait clairement ça, surtout que le plan suivant, la transition, c'est l'arrivée des Inquisiteurs sur Tatooine. Ah oui, avec le très, très joli plan d'ailleurs, avec la navette, on voit pas la navette, on voit l'ombre. L'ombre de la navette sur la ville, effectivement. Magnifique. Franchement, il y a de ces plans en plus dans la série qui sont assez cool. Et on te pose justement, alors, après ce petit passage par l'ordre 66, le titre de la série. On a donc l'arrivée des Inquisiteurs, comme tu disais, sur Tatooine, dans une ville alors qui n'est pas forcément identifiée, mais j'ai l'impression que c'est Mos Eisley. Ouais, ça pourrait, logiquement, après, vu que c'est celle qu'on revoit avec il y a Owen qui vient habite, là, donc qui habite pas loin, donc c'est ce que... Donc les Inquisiteurs débarquent, et en gros on pose la menace des Inquisiteurs qui sont à la recherche des Jedi. Apparemment il y aurait un Jedi sur Tatooine. Alors c'est pas Obi-Wan pour le coup, c'en est un autre. C'est un jeune Jedi qui est traqué par les Inquisiteurs. Du menu frottin. C'est ça. Et on voit en fait toute cette scène-là est très intéressante par rapport à la caractérisation de Reva, qui est vraiment, mais limite les Inquisiteurs la trouvent too much en fait. Et aussi j'allais dire vraiment l'utilité d'une scène comme ça, c'est que pour tous ceux, et je pense qu'ils sont nombreux à ne jamais avoir vu Rebels, ça explique ce que c'est. Qui sont effectivement allergiques aux séries d'animation. Ça présente les Inquisiteurs qui traquent effectivement les Jedi pour l'Empire,
Et donc ça nous présente le Grand Inquisiteur, le 5e frère, et donc Reva, la 3e sœur, donc qui elle a une personnalité assez... Elle est sadique. Hein, En fait, les Inquisiteurs sont méchants, elle est très méchante. C'est ça. Si bien qu'elle se fait reprendre par le Grand Inquisiteur, par le 5e frère, parce qu'elle fait trop, quoi. Parce que le Grand Inquisiteur essaye de faire un gros numéro de persuasion là, sur les gens là, dans l'espèce de saloon qu'il y a là. Et en gros, elle balance un couteau d'un seul coup comme ça, de façon très 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 impulsive, pour provoquer justement la réaction du Jedi. Ce qui arrive au final. Ce qui marche, ouais, effectivement. Elle a des résultats, ça c'est clair. Hein. C'est ça. Mais bon, le Grand Inquisiteur, c'est quand même c'est le patron. C'est ça, c'est celui qui dirige le groupe, donc... C'est ça. Lui, il compte interroger le Jedi. Elle, visiblement, elle est prête à l'exécuter parce que, visiblement, il n'y a... Et c'est ça qu'on comprend rapidement, il n'y a qu'un Jedi qui l'intéresse. Ouais, c'est Obi-Wan. C'est Obi-Wan. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi. Effectivement, elle a une telle obsession et visiblement une telle haine envers lui. Hein. Ça va être creusé durant tout l'épisode, où on découvre effectivement qu'elle veut choper Obi-Wan à tout prix et peu importe la méthode. Et suite à cette menace qui est désormais exposée, qui est présente sur Tatooine, donc qui est très près d'Obi-Wan, eh ben, on voit Obi-Wan ensuite dans sa routine, on va dire, un peu de tous les jours. Il est en train de bosser. Ils essayent de récupérer de la viande sur une carcasse, on dirait une énorme baleine, là. Un truc un peu bizarre, comme une nibrée, un peu comme dans The Clone Wars. Ouais. Et du coup, il bosse là-dessus. Il a un boulot. Sushi. C'est ça. C'est un sushi master, en fait, Obi-Wan. Et donc, il découpe de la viande. Il a un petit boulot. Et puis après, voilà, il rentre. Il y a le métro pour rentrer à la ville sur Tatooine. Et puis après, il prend son Néopi, il rentre chez lui. D'ailleurs, truc très intéressant, et ça avait été montré par les petites images qui avaient été présentées par Entertainment Weekly. Il n'a pas encore sa hutte. Il vit dans une caverne cachée. C'est ça. Avec un petit système de sécurité d'ailleurs. C'est ça. un radar d'astromech là, qui l'informe ou non de la présence d'étrangers et d'inconnus chez lui. Et d'ailleurs, le truc qui est marrant, c'est que ces plans-là, tu sais, la découpe de bouffe, le retour en métro, la spatiale, la ville, Léopi, le fait qu'il rentre chez lui, c'est répété au moins 3 fois, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça installe vraiment un côté très habituel et très... Et aussi, l'intérêt de cette scène, c'est que ça donne tort au Grand Inquisiteur, qui dit que les Jedi ne peuvent s'empêcher d'aider les autres et de se trahir comme ça. Ça dépend lesquels. Voilà, parce qu'on voit un Obi-Wan qui est totalement brisé, style l'un de ses collègues qui se fait rabrouer par le chef d'équipe qui lui ponctionne de l'argent et tout ça, donc il insiste à une injustice sans qu'Obi-Wan ne réagisse. On voit que vraiment il est brisé, il est résigné à accepter cette routine et à s'enfermer vraiment dans ce métro boulot dodo. Littéral. Donc non, mais un Obi-Wan qui a abandonné tous ses rêves et idéaux passés pour vraiment se cacher. Et c'est un truc qu'on retrouve plus tard d'ailleurs avec le Jedi. C'est un petit peu plus tard dans l'épisode, mais vu que c'est en lien avec ce que tu disais. Mais il se trouve qu'il croise la route du Jedi au bout d'un moment, là, le fameux là, qui était traqué par les Inquisiteurs. L'autre essaye de lui demander oui, mais vous pouvez m'aider, machin truc. La réponse d'Obi-Wan est assez sèche, quoi. Alors, en gros, non, mais arrête, quoi. Enfin, faut plus, on a perdu, c'est fini. C'est ce qu'on avait dans la bande-annonce d'ailleurs, c'était le discours un peu qui donnait du style les Jedi ont perdu, notre temps est fini, quoi. Notre temps est révolu. C'est ça, à la limite, on voit que c'est un Obi-Wan qui a plus aucun espoir, qui est totalement brisé. Alors, si, on va dire, sa seule lueur c'est Luke, visiblement, qui anime encore son quotidien et qui est peut-être cette seule petite lumière dans cette obscurité. Parce qu'en plus, le seul conseil qu'il lui donne, c'est d'enterrer son sabre laser, de laisser tomber tout ça et de justement ne jamais réagir, par exemple, en tant que réagir en Jedi, quoi. C'est ça. Il est assez froid et assez distant, quoi, à ce moment-là. Et en plus, le gars lui dit, mais vraiment, vous étiez un grand Jedi, qu'est-ce que vous êtes devenu, enfin. C'est peut-être pour ça que ça fait 10 ans que personne il n'a pas fait de vague et que personne n'a entendu parler de lui et tout ça.
D'ailleurs, pour l'instant, tout le monde il se fait appeler Ben simplement. Ouais. Donc, aucun moyen de le retracer en tant que Ben Kenobi. Donc, ça passe très bien au niveau au niveau de, justement, Obi-Wan qui essaye de se cacher et qui s'est pas fait remarquer, comme tu dis, pendant 10 ans. Comme quoi, la tactique a marché quand même. On a des petits flashbacks via les cauchemars d'Obi-Wan. On retrouve de la prélo, tiens... par-ci par-là dans ces visions cauchemars là. Ouais, effectivement ça explique en fait en partie pour lequel il est à ce point brisé, c'est qu'il il s'estime responsable d'Anakin. Il s'estime de la chute, du basculement d'Anakin vers le côté obscur, de sa mort. La mort de Padmé aussi, la mort de Padmé, et donc il est totalement brisé et revit ça en boucle, et on voit que ça le mine et ça le détruit. Et donc, effectivement, il y a Luke, hein, donc ça c'est les plans qu'on avait vus dans la bande-annonce où il surveille de loin. Il le surveille de loin, le protège, vérifie que tout va bien. Pendant un moment en plus, t'as l'impression qu'il fausse compagnie à Owen mais c'est ça. Et Beru, puis là tout le monde s'inquiète et tout. Enfin non, mais il est à côté. Et là tu vois qu'effectivement, il est soulagé. Pour le coup, et pour le coup, il est vraiment comme son père, hein, parce qu'il il joue les pilotes et tout ça. C'est ça. Et c'est sans doute pour ça que Obi-Wan, en bon tonton, veut lui offrir un petit cadeau. Et là, il l'achète au Jawa, là. Il l'achète au Jawa. Le meilleur Jawa du monde. Non, mais... Qui te pique tes trucs et te les revend, sans même te les nettoyer. Un escroc, ce Jawa, mais il est tellement sympathique. Mais il est trop drôle. Ah non, mais il est super. C'est génial. Franchement, le Jawa m'a tellement fait rire sur cette scène. Il y a très très peu de trucs drôles, hein. Ah oui, non, pour le coup, au niveau du ton, c'est vraiment très très sérieux, on va dire. C'est intense. Hein. Mais là, cette petite scène avec le Jawa, elle était parfaite, très drôle. Et voilà, c'était vraiment la seule parenthèse un peu drôle de l'épisode en soi. Et elle était assez bienvenue pour un peu, pas que ce soit non plus qu'on sorte pas complètement déprimé de l'épisode. Mais... Et là, pour le coup, c'est un petit clin d'œil à l'épisode 4, parce qu'il lui vend le T-16 Skyhopper, la maquette que Luke a, effectivement. Il joue avec dans le 4, ouais. Et donc, qui lui laisse après sur le pas de la porte. Ce que n'appréciera pas Owen. Hein, non. Parce que pour le coup... le lendemain, il lui ramène. Ouais, il lui ramène, et ça fait vraiment plaisir justement d'avoir Owen, surtout le jeune Owen que tu aperçois très rapidement dans le 2 et le 3, et qui a de vraies scènes, a une putain de bonne répartie, hein, quand Obi-Wan effectivement mentionne le fait qu'il faudra qu'il forme Luke. Comme t'as entraîné ton père. Ouais. Donc, ça passe pas. Puis j'aime bien aussi la réflexion qu'il lui fait du style, non, c'est pas juste un cadeau en fait. Parce que c'est un vaisseau qui va l'amener en fait à... Tu vois, est-ce que ça va pas lui donner envie d'être pilote ? Bon, il veut déjà être pilote, hein, ça se voit déjà. Mais en gros, c'est l'encourager dans cette voie-là. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'en gros, lui qui reste avec lui à la ferme, qui reste tranquille, qu'il n'y ait pas de problème. Tandis que là, c'est une invitation à quitter Tatooine, à quitter la ferme de Owen. Donc c'est pas juste un cadeau anodin, quoi, je trouve. Et vu qu'Owen sait effectivement que Anakin est mort, en suivant ce vieux fou d'Obi-Wan, il veut garder Luke caché, garder Luke protégé à la ferme, et le couper de tout ça. Et par contre, effectivement, on voit que même finalement, sans le mêler à ses histoires, il va se retrouver confronté à l'Empire, parce que c'est là que redébarquent les Inquisiteurs, qui sont eux toujours à la recherche du jeune Jedi qui leur a échappé. C'est ça, Et il se fait menacer par Reva pendant un moment. Ouais, c'est ça. Qui menace même, contre l'avis du Grand Inquisiteur du 5e frère, de menacer directement Owen et sa famille. Donc là, tu fais, oula. Non, mais elle tranche des mains, elle est... Ah oui, c'est affreux. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais c'est vrai qu'elle tranche les mains d'une femme qui dit, vous avez rien à faire ici, vous n'avez pas à décider quoi que ce soit. Durant cette scène, il n'y a plus que le 5e frère avec elle, et on voit qu'effectivement, elle est nos limites parce que clairement, elle menace Owen en disant, t'as une famille, mais moi je vais tous vous tuer si tu dis rien. Si tu dis rien, tu protèges un Jedi, donc... Surtout qu'en plus, là, tu te dis, Owen, il est pas méchant en soi.
Mais tu te dis, pour protéger sa famille, est-ce qu'il balancerait pas Obi-Wan? Bon, on sait qu'il le balancera pas. Mais il y a quand même moyen à ce qu'il... T'es un peu inquiet, quoi. La scène est pas très très sereine, quoi. Donc j'avais bien aimé ce moment-là, d'ailleurs. Ouais, non, mais il y a une tension, et effectivement. Bon, après, tu vois que ce qui la convainc peut-être, le faire descendre un peu, c'est qu'il a une haine lui aussi pour la vermine Jedi, qui est pas feinte, d'ailleurs. Oui, effectivement, tu vois qu'il les apprécie pas. Et heureusement que le 5e frère est là. Parce qu'il la tempère un peu, quoi. Ouais. Punaise. Alors, pour ceux qui ont vu Rebels, effectivement, on voit que le 5e frère est le grand inquisiteur. Donc, on en reparlera tout à l'heure peut-être de leur look, mais en tout cas, niveau personnalité, c'est quand même pas des tendres dans la série Rebels. Mais là, c'est vrai, comparé à Reva, elle est folle et elle est prête à tout pour... Elle fait peur, quoi. Clairement. Surtout qu'en plus, c'est un personnage qui est intéressant, parce que vu que c'est un nouveau personnage créé pour la série, là, ils peuvent en faire vraiment ce qu'ils veulent. Et après, ça m'étonnerait qu'elle survive à la série, bien évidemment. Mais c'est très intéressant, je trouve, ce nouveau personnage qui m'a surpris, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en partie sans spoil, où je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi tarée, en fait. Mais c'est ça. Elle est dingue. Attends, et t'as vu, il y a sa volonté de choper Obi-Wan, mais il y a aussi ses rapports avec les autres inquisiteurs. Ah ouais, non, c'est notamment affreux. avec le grand inquisiteur, où ils n'arrêtent pas de s'envoyer des scuds d'un côté comme de l'autre. Elle a, j'allais dire, aucun respect pour lui. Enfin, elle le respecte pas comme un supérieur. Tout le temps ses choix, son autorité. Et pour le coup, lui ne l'apprécie guère. Enfin, clairement, elle n'est pas vraiment des leurs. Et c'est plus que tendu entre eux. Ouais, c'est ça. C'est assez impressionnant. Bon, heureusement que le 5e frère la ravise et la calme un peu. Ouais, mais encore, même avec lui, c'est tendu. Ah, c'est ça. Ouais. Et du coup, la menace s'éloigne un petit peu de tout ça, puisque t'as l'impression qu'ils s'en vont en plus à ce moment-là. Ouais. Donc tu te dis, bon, ça y est, on a plus cette menace en tout cas qui est présente. Sauf que c'est pas forcément tout à fait fini en fait. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, après que tout ça soit présenté, qu'on a, je pense, la plus grosse surprise de ce premier épisode-là. Parce que, alors là, franchement, je m'y attendais pas du tout. Puisqu'on découvre en fait Alderaan, Leia, Bail Organa et toute la... Brea, ouais, toute la famille. C'est... Même les cousins. Ah ouais, alors là, on en parlera, mais... non, mais c'est vraiment chouette, parce qu'effectivement, ils avaient surtout insisté dans le casting d'un jeune Luke et tout ça. Et finalement, ce qui va motiver le retour aux affaires d'Obi-Wan, c'est Leia, finalement, parce que... donc on nous la présente. Alors ça par contre, c'est ça que je disais vraiment au niveau de la caractérisation. Il y a plein de choses. Leia est géniale. Elle est vraiment telle que tu peux te l'imaginer en mini Leia. Elle est insupportable comme gosse. Voilà, mais c'est vraiment tout sauf une petite princesse qui très intelligente en plus. Très intelligente, intrépide, un peu mademoiselle je sais tout, vraiment fonceuse, aventurière. Elle passe son temps déjà dès la scène d'introduction où effectivement on est sur Alderaan, on a Brea qui arrive parce que ils sont en train de l'habiller. Voilà, ils sont en train de l'habiller pour une petite cérémonie. Et non, elle s'est tirée, elle a fait l'école buissonnière. Elle a laissé une pote à elle la remplacer. C'est ça, non mais... Et donc, après, voilà, c'est cool. Elle a un droïde très mignon d'ailleurs. Ouais, qui... je sais pas, un ancêtre de... Enfin, c'est la première fois qu'on voit ce petit j'ai pas souvenir de ce truc. C'est marrant. Mais très rapidement, donc on la découvre elle. On va revoir Bail Organa, qui est toujours joué par Jimmy Smith. Alors, par contre, Brea est pas jouée par la même actrice. Ouais. Mais après, elle passe très bien dans le rôle aussi. On la voyait très rapidement. D'ailleurs, ça fait plaisir de revoir effectivement Alderaan. De découvrir un peu plus la ville. On l'avait vraiment entreaperçu dans l'épisode 3. Ouais. Là, on a de quoi voir en plus. On voit on a de quoi voir. J'aime bien aussi de façon très rapide de voir les dîners mondains, les rendez-vous de l'ambassadeur avec Bail Organa qui est dans son élément,
Tout plus les sénateurs d'Alderaan. C'est le cousin de sa femme, je crois. Non, le frère de sa femme. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, ils reçoivent de la famille. Le cousin est un petit con, d'ailleurs. Ouais. Le cousin, c'est un petit con. Le père, c'est un facho. Non, lui, il s'est vraiment accommodé dans les discussions avec l'Empire, tu veux dire, de l'Empire, de l'esclavage et tout ça, vu que ça rapporte, c'est pas gênant, quoi. C'est ça. Tous les Organas ne se valent pas. C'est ça. On aperçoit C3PO aussi. Oui, très rapidement. On le voit. Alors, c'est bien parce qu'on s'appesantit pas dessus. On sait qu'il est avec Leia et la famille Organa à ce moment-là. On le voit vite fait lors de la réception, puis voilà. Voilà, très rapidement dans son élément, mais on voit même un autre. C'est plus un autre droïde de un peu argenté, qui est argenté, qui est mis en avant avec effectivement. Avec le cousin qui est méchant avec. Voilà. Il dit pas merci. Non, mais... Mal élevé. Ouais. Effectivement, il est mal poli. Mais mais c'est assez fou parce que je m'attendais vraiment pas à voir genre Alderaan et tout ça dans ce genre d'environnement dans la série Obi-Wan. Et comme tu dis, c'est ça qui va être la motivation d'Obi-Wan pour partir de Tatooine, et ça, on en parlait tout à l'heure dans la partie sans spoil. Mais en fait, Leia, au gré d'une escapade, la 1000e escapade qu'elle aura faite dans la journée, là, parce qu'elle est vraiment très très active comme gamine, elle se fait capturer en gros par des chasseurs de primes. Alors au début, on sait pas pour qui ils travaillent. Mais on le devine quand même assez rapidement. Un petit peu. On le voit venir, hein, mais bref. Elle se fait capturer par des chasseurs de primes. Et justement, elle se fait enlever. Bail Organa ne veut pas ébruiter cette affaire-là. Il craint justement que ça crée quelques problèmes. Surtout qu'en plus, il y a des petits soucis. Par exemple, même au sein de la famille, il y en a certains qui lui disent « Ouais, non, mais t'es pas une vraie Organa parce qu'elle a été adoptée. » Ça, tout le monde le sait qu'elle a été adoptée d'ailleurs. Mais donc bref, il veut pas forcément ébruiter ça. La seule personne à qui il pense, en tout cas, c'est Obi-Wan Kenobi. Il sait qu'il est encore vivant, qu'il se cache sur Tatooine pour protéger Luke. Il se dit, il va bien sortir de son exil pour retrouver Leia, qui en est la sœur quand même. Et visiblement, c'est l'un des seuls à qui Obi-Wan avait laissé son 06, parce qu'effectivement, dans sa solitude son petit comlink, sur Tatooine, son comlink, effectivement, c'est un holoprojecteur, il a réussi à l'appeler. Obi-Wan, malgré toutes les promesses qu'il a faites, lui il reste sur le fait que non, c'est Luke qui doit protéger. Mais il refuse au départ. Et il refuse, et effectivement, il continue d'appliquer vraiment sa doctrine. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, et surtout, faut protéger le gamin. Mais Bail est obstiné, aussi obstiné que sa fille. Enfin, j'adore vraiment les scènes qu'ils ont ensemble, et ça fait plaisir. Là encore de voir, j'allais dire, je crois qu'on n'aura peut-être jamais autant vu Jimmy Smith que dans cet épisode, parce que je crois qu'il y a plus de scènes. Dans Rogue One, il était très discret. Dans Rogue One, mais même dans le 2 et le 3, il a 2-3 lignes de dialogue. Surtout dans le 3, il est présent, mais ouais. Et là, voilà, ça fait aussi du bien tu vois, de creuser. On sait que dans le 4, il est proche avec Obi-Wan, donc ça renforce encore cet aspect et la logique des événements de Rogue One et de l'épisode 4. Pourquoi c'est vraiment lui qu'il faudra aller trouver. Et il va jusqu'à Tatooine. Alors tu vois, une petite, pas incohérence et tout ça, mais il vient le chercher, il aurait pu peut-être Il est pas venu en taxi, il avait un vaisseau quand même, il aurait pu ramener Obi-Wan avec lui. Non, ouais, mais il doit pas être tout seul, Bail Organa. Ouais. S'il se fait voir avec Obi-Wan, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Oui, non, c'est pas faux. T'as réussi à trouver un petit truc un peu... Ouais. Bien joué. Du coup, c'est marrant parce que cette façon de faire, un petit peu, ça me rappelle un peu, tu sais, la façon de construire même... Au niveau de l'épisode 4 et de Star Wars en général, on cite souvent Campbell, le voyage du héros, ce genre de truc. On a vraiment l'impression qu'on a un début d'histoire de ce style-là, avec le quotidien du héros principal. On va avoir justement l'appel de l'action, l'appel de l'aventure. C'est désigné comme ça, je crois, sur le schéma de Campbell, qui va initialement être refusé, comme fait Luke par exemple au départ. Il veut pas aller avec Obi-Wan, il veut dire mais non, mais il faut que je reste avec Owen, et il faut que je reste sur Tatooine. Puis au final, il y a quelque chose, est-ce que le héros change d'avis, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui le fait changer d'avis pour qu'il aille justement à l'aventure, répondre à cet appel-là. Et là on a vraiment ça, on a vraiment le truc en deux parties. Il y a Bail qui l'appelle, il veut pas. Bail insiste un petit peu,
en venant le voir. Et du coup, au final, Obi-Wan décide de le faire, puisque en définitive, c'est ce qui... Bon, il faut bien lancer la série quand même, au bout d'un moment. Donc voilà. Et je sais pas, il y a une petite similitude, tu vois, en termes de construction de scénario qui est assez sympa, parce que le monomythe a toujours été au centre de Star Wars, de la façon dont c'est écrit en tout cas. Donc on est un peu dans la veine de Lucas et de Campbell, quoi, en tout cas dans la façon d'écrire la série, quoi. On est dans la continuité scénaristique. Il va aller chercher les sabres. Oui. Et là, ça va chier. Et d'ailleurs, truc très sympa, c'est qu'il récupère son sabre, mais on voit qu'il a dans un petit coffret le sabre laser d'Anakin aussi. Ouais. Qu'il a récupéré sur Mustafar à l'issue de leur duel. Il a les deux. Et alors, je sais pas comment il fait, parce que c'est peut-être le seul truc qui m'a un peu... Ouais, bon, d'accord. Il arrive à retrouver un petit caisson en plein désert. Oui. Bon, on va dire que ça passe. Il ressent les cristaux. Il y avait une croix. C'est ça. On la voit pas, elle est hors champ, mais voilà, il avait laissé. Parce que je me suis dit, vraiment, il est fort, parce que soit il a cherché 3 heures et on l'a pas montré parce que c'est chiant, mais non, c'est la force. C'est la force. Ceci dit, les cristaux Kyber sont vivants. Ouais, donc il les a ressentis dans la force. Voilà, c'est bon, ça passe. Je me suis fait la même réflexion. Toi aussi, t'as genre... ça va vite quand même. Non, parce qu'il n'y a rien de plus qu'une dune qui ressemble à une autre dune, quoi. C'est ça. Donc ça doit être assez compliqué dans un désert, enfin dans une planète désert, de retrouver ça. Mais bon. Mais du coup, comme tu dis, il récupère son sabre, il change de tenue pour l'occasion. Ouais. Alors pour le coup... il ressemble plus à un Jedi, là. Mais oui, c'est ça que je trouve con, c'est ça, tu sais, il faut passer inaperçu. Allez, je vais me déguiser en Jedi. En presque Jedi. Presque Jedi, oui. J'ai un pantalon, mais enfin, j'ai la même capuche et tout ça, donc il pourrait, je sais pas. Après, ceci dit, quand tu vois que dans l'épisode 4, il est full Jedi, ouais. Il s'habille complètement comme un Jedi normal. Ouais, mais alors peut-être que et c'est aussi peut-être pour ça qu'il retournera dans sa hutte, c'est que si la menace des inquisiteurs à la fin est levée et qu'il considère que peut-être ça y est, là il est trop vieux pour ces conneries, il n'y a plus vraiment l'Empire recherche plus trop activement les Jedi, donc il peut un peu mettre son kilt et aller se balader un peu plus cool, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Que là il est vraiment parce que dans le 4 il sort son sabre laser comme ça aussi, hein. C'est ça. Dans la cantina c'est voilà, mais je pense que aussi la série va nous peut-être lui redonner un peu d'espoir et un peu de, parce que bon, le seul à qui c'est Luke, parce que même Leia, tu peux l'interpréter comme ça quand Yoda lui dit il y en a une autre. Ah mais c'est clairement, de toute façon c'est clairement elle dont tu parles. Est-ce qu'Obi-Wan avait tendance à se dire bon le vrai Jedi c'est Luke, quoi, Leia c'est... on le sait, c'est dit dans Rebels. Ouais. C'est Obi-Wan qui dit he's the chosen one. Voilà, donc il considère que maintenant c'est Luke l'élu. C'est ça. Donc ouais. C'est peut-être pour ça que lui, sa mission, c'est de garder le garçon. La fille, envoyez vos sbires, quoi. Surtout qu'en plus, il dit, vous pouvez pas envoyer des chasseurs de primes, vous pouvez pas envoyer machin, vous pouvez pas... Mais bon, finalement, quand même... c'est Leia, quoi. C'est la sœur de Luke, c'est l'enfant d'Anakin et de Padmé, donc on va aller faire quelque chose, quoi. Voilà. Et son pote vient quand même en main propre, en personne, lui demander de l'aide. Il trouve sa cabane, en plus. Hein. Ouais. Il arrive à trouver sa caverne assez facilement, Bale, d'ailleurs. Après, peut-être qu'il a un GPS. Il a un traceur GPS sur le comlink. Il a la même truc que dans Mando, c'est bibi. Et au final, en effet, il accepte d'aller sauver Leia, d'aller justement essayer de la sauver. On sait qu'elle est en partance pour Dayoo, c'est ce que lui dit en tout cas Bale. Ils ont repéré en fait où est allé le vaisseau des chasseurs de primes qui l'ont chopé. Et il y a une petite scène assez sympathique à la toute fin avec est-ce que j'y vais pas, avec la femme qui gère l'espèce de spatioport qui dit bon alors, allez. Tu viens ou... On va boire un coup ou bien... C'est ça. Ça. Bon, tu prends un vaisseau. Hein. C'est ça. Il part enfin avec son sabre à la ceinture. Il est prêt au combat. Et bam, générique. Bam. Et juste un truc quand même qu'il fallait qu'on aborde. Ouais. Le look des inquisiteurs. Puisque c'est un truc qui avait fait grand débat à la diffusion de la bande-annonce. J'allais dire plus que ça. L'un des seuls trucs qui me fait tiquer quand je vois ces épisodes, alors vraiment décor, costume, musique... Une nouveauté mais sympa d'ailleurs pour Obi-Wan. Ouais. J'ai bien aimé. Mais visuellement, ça a vraiment de la gueule et ça fait pas série cheap.
j'allais dire que quand tu voyais Book of Boba, même si les effets étaient de qualité, je trouvais que des fois, t'avais un peu toujours les mêmes décors et pas trop de figurants. Ouais. Le palais de Boba avec 3 bus dedans. Bon, ça donnait l'impression de, ouais, on fait la série un peu à la va-vite. C'est budget limité aussi. Budget limité, voilà. Là, t'as vraiment une ampleur, c'est beau, c'est très visuel. Alors par contre, la réflexion que je me faisais en voyant les films et en revoyant par exemple des images de l'épisode 1 ou même de l'épisode 4, quand tu revois Mos Eisley, Mos Espa et tout ça, ou même toutes les planètes dans Star Wars, c'est des séries, des planètes qui fourmillent d'aliens, tu vois. Et là, alors bon, c'est je pense quand même une contrainte budgétaire réelle en termes de costumes. Dans Star Wars, habituellement, tu as 80% d'aliens et 20% d'humains. Là, c'est plutôt un ratio différent. C'est vrai que tu as beaucoup d'humains, alors tu as beaucoup de figurants, beaucoup de costumes assez sympas et c'est chouette, mais pour le coup, tu n'as pas tous les Rhodiens, il y en a moins, toutes les créatures. Tu en as, effectivement, tu vois 2-3 aliens. D'ailleurs, à chaque fois, je trouve on voit plus d'aliens des nouveaux films. Ouais, il y a un Aki par exemple qui bosse avec Obi-Wan, qui était dans l'épisode 9 sur Pasaana. C'est ça. Il y a même un autre là qui était sur Canto Bight, je crois aussi, qu'on voit dans le 8. Tu revois aussi 2-3 aliens avec des looks, je sais pas si c'est pas de Jakku, de Takodana, enfin ouais, il y a 2-3 créatures. Si, il y a un espèce de truc, c'est le mignon poilu là. Ouais. C'est l'espèce de truc jaune avec des lunettes là. Qui ressemble à un mignon, des mignons là, avec des poils. Simplement. Donc ouais, pour le coup, tu vois de manière générale, c'est peut-être l'une des contraintes des séries télé, t'as moins cette faune exotique que tu as vraiment dans les films. Dans les films, tu vois Coruscant, tu vois, et encore plus sur Tatooine et tout ça, c'est vraiment des paysans, tu as des aliens partout. Là, tu en as nettement moins, et c'est ce qui me faisait revenir au look des Inquisiteurs, c'est que par exemple, le Grand Inquisiteur, bon, il n'est pas aussi catastrophique parce que dans la bande-annonce, je le trouvais vachement bouffi et tout ça. Il est plutôt charismatique, il a de la présence. C'est un peu l'effet des plans en contre-plongée, je pense, qui était montré dans la bande-annonce, qui vraiment le filmait sous un mauvais angle. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu cette impression-là en regardant l'épisode. Donc, Mais enfin, moi, le reproche que je fais à son look, c'est que je le trouve quand même trop humain. Alors, effectivement, je peux comprendre que face à l'Inquisiteur que tu vois dans Rebels, qui est très... il est très émacié, il est très fin. C'est ça. Longiligne et effectivement d'apparence presque squelettique. Enfin, là, tu as quand même la base de l'épisode 3, parce que pour le coup, le Grand Inquisiteur fait partie de la même espèce que ceux qu'on voit les Powan. Ouais, c'est ça, sur Utapao, dont Tuon Médon, qui était joué par Bruce Spence. Donc là, Rupert Friends est censé être de la même espèce. Mais il se ressemble pas trop. Il est vachement humanoïde, enfin la tête des Pawan est beaucoup plus haute, c'est ça, normalement, est beaucoup plus creusée. Bon, tu vois qu'il a des yeux jaunes et qu'il a ses dents, heureusement qu'il a les dents et qu'il a les yeux jaunes, parce que c'est ça en fait qui m'avait fait peur. Le truc qui était très dérangeant dans la bande-annonce, je trouvais, au-delà du visage, parce que le visage reste plus ou moins le même, à la différence que, est-ce que c'est moi qui m'y suis habitué, et du coup je trouve que son apparence m'a même pas du tout choqué dans la série, parce que je m'y suis fait en fait, je pense, un petit peu entre temps, tu vois, même si je suis d'accord que ça ressemble pas suffisamment à ce qu'on a vu dans l'épisode 3, mais le fait qu'il ait les yeux jaunes vraiment, et qu'on les voit bien en plus, les dents surtout du dessus qui sont très bordéliques là, qui s'enchevêtrent un petit peu comme ça, franchement je trouve qu'au final il rend pas trop mal, hein, en vrai. Le problème étant le faciès qui est toujours un petit peu trop humain, je suis assez d'accord. Mais après, on a en fait, c'est un peu le même débat qu'avec Ahsoka dans Mandalorian, où j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu rogné sur le côté alien pour faire un truc plus pratique pour les scènes où justement il va y avoir un petit peu d'action. Parce que par exemple, Shakti dans l'épisode 2, tu vas pas me dire qu'elle a une scène d'action dantesque ou quoi que ce soit. Elle est là dans le fond, elle fait un peu de la figuration pendant la bataille de Geonosis, tu vois. Donc tu peux te permettre d'avoir une prothèse énorme. Et c'est ce qu'ils avaient dit pour Ahsoka, pour Mandalorian. Ils avaient vachement raccourci les tentacules pour permettre les scènes d'action. Après là, par exemple, je me dis, est-ce que le Grand Inquisiteur, ils n'ont pas eu peur qu'une prothèse soit trop contraignante pour des scènes d'action? Parce que tu vois, Tion Medon, dans l'épisode 3, à part parler avec Obi-Wan, il faut rien.
Donc tu peux te permettre d'avoir une prothèse. J'essaye d'être l'avocat du diable un peu là, tu vois ce que je veux dire. Parce que je pense que tu as moins apprécié que moi au final le grand inquisiteur dans l'épisode. Effectivement, ça fait paraître ridicule parce que le personnage... Moi j'avais vraiment peur qu'il soit ridicule. Hein. Ouais. Là non, ça va. Le perso a une certaine présence... Ouais. Il fait relativement froid, calme, ce qui rend des fois des personnages plus inquiétants, justement. Les méchants calmes, c'est limite plus dangereux. Ah ouais. Donc, non, il a une vraie présence, mais après, c'est effectivement son costume qui est... Enfin, la tête surtout. La tête un peu cheap, quoi. Un peu, enfin, il aurait mérité, je trouve, d'être plus travaillé et donne vraiment l'impression d'un costume un peu simple. Voilà. C'est, que tu vois Ahsoka, je trouve que ça passe mieux quand même. Il est plus travaillé et le rendu est plus joli. Puis les coups sont trop courts sur Ahsoka. Oui, non, mais bon. Enfin, voilà. Bon, ça, disons que c'est plus du détail que là, j'ai quasiment l'impression de voir un humain, quoi. Un espèce de mix entre un Padawan et un humain, quoi. Bah, c'est ça. L'autre truc pour lequel j'avais peur, quand même, c'était le 5e frère, qui avait une sale gueule dans Rebels. Ouais. Et qui était très fin. Ça faisait un peu comme un requin, un peu, tu sais, enfin, vraiment dans un faciès très acéré. Et là, c'est Sung Kang qui jouait dans Fast and Furious, je crois, Tokyo Drift, qui joue justement Sung Kang, qui joue le 5e frère là-dedans. Et il a vraiment pas du tout le même faciès, mais je trouve qu'en fait, vu que cette espèce-là, on ne sait pas laquelle c'est, on l'a jamais vue en dehors de Rebels, il n'y a que lui qui est de cette espèce-là. Écoute, tu vois, il n'y a pas ce rapport de live-action qu'on avait avec les Padawan. Donc, et il passe bien en plus physiquement, je trouve. Il avait une sale gueule dans Rebels, il a une sale gueule ici. Donc il a une très belle voix en plus, je trouve. Voilà, il a une voix qui fonctionne très bien, un peu grave. On dirait qu'elle est un peu altérée, tu sais. Ça lui fait quand il parle avec Reva, là, quand il l'engueule là, sur Tatooine. Tu l'entends de près, tu l'entends bien. Il a vraiment une voix très particulière que j'aime bien. Et aussi, en parlant de voix, je trouve que Rupert Friend s'en sort vraiment pas mal en termes de voix sur le Grand Inquisiteur. Il fait pas du Jason Isaacs, comme dans Rebels. Mais, je sais pas, il a une façon de parler que j'aime bien, un côté posé dont on parlait tout à l'heure. Vraiment très, très froid, calculateur, le méchant un peu vicieux, tu vois, qui va essayer de t'avoir par la ruse, Franchement, j'ai bien aimé. En termes de jeu, il est très bien, je trouve, en tout cas. Mais après, c'est vrai, bon, il est pas parfait. Je l'aime bien quand même, mais je reconnais qu'il est pas parfait. C'est, tu vois, moi, comme je te dis, le petit bémol que je mets sur les trucs. Après, vraiment, l'épisode... il est très très bon aussi. Mais bien en avant ses persos, un Obi-Wan brisé, une Reva qui a l'air d'être une méchante vraiment sadique, mais dont on sent qu'il y a des trucs dans son histoire elle en veut Obi-Wan, elle en veut Jedi. Qui vont être creusés. On va voir pourquoi. En quelques scènes, c'est tellement ça fait plaisir de revoir Bai et Brea qui ont plus de matière. Même tu vois, Owen a plus de matière à jouer dans son lien avec Obi-Wan, dans sa volonté de protéger Luke. Donc c'est ça qui est aussi plaisant dans une série, c'est toujours cette capacité de prendre son temps. Et de manière générale, moi j'allais dire, si tu prends les Star Wars, l'une des faiblesses, c'était souvent un peu le jeu d'acteur. Là, il y a de très bons jeux, hein. Il y a de très bons jeux, voilà, mais il y a des fois des dialogues ou des trucs qui étaient un peu en deçà parce que bon, voilà, Lucas a de grandes qualités, mais c'est pas le meilleur directeur d'acteurs du monde. Donc pour le coup, là vraiment, je trouve qu'il s'en sort très bien et que la série vraiment donne envie de suivre tous ces persos et vraiment leur rend justice. Surtout qu'en plus, plaisir à suivre. Ça fait vraiment quelque chose de retrouver Obi-Wan sur cette période-là, encore joué par Ewan McGregor. Il est tellement bien en plus dans ce rôle-là. C'est juste un plaisir en fait de voir du Obi-Wan avec lui, tu vois. Et j'espère vraiment qu'on aura davantage de choses, peut-être pour expliquer Reva, hein, tout simplement. Parce que, bon, on l'avait vu dans la bande-annonce, donc c'est pas en soi un spoil, mais dans la bande-annonce, elle appelle Obi-Wan par son prénom. Tu sens qu'elle a un lien direct avec lui. Ce serait bien, justement, d'en savoir un peu plus par la suite. Et je pense qu'il y a matière à voir quelques flashbacks ou autre chose dans ce style-là. Peut-être retrouver même Ewan et Hayden Christensen dans un contexte assez...
guerre des clones en fait. Ça serait pas mal par exemple. Parce qu'on sait que Christensen va jouer Vader dans la série, mais le voir jouer Anakin, ce serait encore mieux quoi. Genre double, ce serait un double cadeau là, en effet. Ah ouais. Mais en tout cas, vraiment un très bon premier épisode qui rend justice au personnage d'Obi-Wan et qui fait pas trop de fanservice parce que justement... très modérément. Ouais. Mais à bon escient quand il y en a. Par petites touches comme ça et le gros cadeau qui est fait aux fans et la surprise, c'est vraiment la présence de Leia qui va être le moteur de l'intrigue et donc qui effectivement à la fin de cette partie 1 est en danger et que Obi-Wan part secourir. Mais ce que j'aime bien justement, c'est que tu parlais de fanservice. Ce que j'aime bien, c'est que là, c'est pas le scénario qui est alimenté par le fanservice. Ouais. Il y a du fanservice, mais servi par le scénario. C'est dans le sens où il faut qu'on ait une raison pour qu'Obi-Wan quitte Tatooine. La seule raison valable, en vrai, c'est Leia. Donc, on va voir Leia. Pour présenter Leia, il faut qu'on revoie Bail, il faut qu'on revoie Alderaan. Ouais. C'est pas des trucs qui sortent de nulle part d'un seul coup pour faire plaisir, du style Ahsoka dans Book of Boba Fett. Ouais. Ahsoka, elle n'a rien à faire dans une série comme ça. Ouais. Là, le fait de voir Alderaan, de présenter la famille, etc., c'est tout à fait logique. C'est totalement logique. Ouais. C'est ça, parce que le problème avec le fanservice, c'est comme tout. C'est comme les chasseurs, il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. C'est ça. Comme chacun sait. Et le bon fanservice, il fait pas illogique. Tu vois, vraiment, le fait d'avoir des petites touches par-ci par-là. C'est forcé. Non, là, effectivement, il est utilisé à bon escient et il est là, il fait pas tâche dans l'intrigue. Je suis quand même très très content de cet épisode-là parce que, pour être tout à fait honnête sur cette série, moi j'attends avec beaucoup d'impatience Andor, dont on a eu une bande-annonce en plus il y a très peu de temps, qui a l'air vraiment génial. J'attends pas mal d'autres projets. Et Obi-Wan, j'avais envie de voir, tu vois, mais j'étais pas non plus extatique à l'idée de... Là, tu vois, jusqu'à hier... on revoit enfin Ewan McGregor dans le rôle, mais effectivement, c'est des projets et c'est des projets casse-gueule. C'est que effectivement, quand tu reviens à toucher au cœur de l'intrigue, à des persos aussi emblématiques, c'est qu'est-ce que tu vas raconter de plus et est-ce qu'on va pas venir à contredire des trucs aussi. Voilà, contredire. Non, mais enfin, vraiment chouette. Entre le duel avec Vader. Plus le look des inquisiteurs, plus les incohérences possibles et machin, j'avais envie de voir, mais en même temps, j'avais pas envie. Là, en regardant ce premier épisode... non, mais je leur fais confiance, il n'y a pas de problème. Justement, j'ai regardé l'épisode 1, la partie 1, et franchement, elle m'a convaincu, tu vois, de vraiment... Et là, ça m'a mis à fond, ça y est, tu vois. C'est les maquilleurs qu'il faut pas faire confiance. Les maquilleurs, ils ont moyen. Mais ça me rassure, parce que tu vois, j'étais un peu... Tu sais, en demi-teinte, parce que j'étais moyennement intéressé jusqu'à maintenant par la série. Et là, tu vois, avec ce premier épisode, ça m'a vraiment accroché. Dès le premier, et j'ai vraiment très très hâte de voir la suite et de voir justement toutes les 6 parties que ça va nous présenter. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur cette première partie d'Obi-Wan Kenobi. En tout cas, je pense que ça a été assez clair qu'on a bien apprécié l'épisode. Et du coup, la seconde review qui traitera de la seconde partie d'Obi-Wan Kenobi sortira demain. Donc on se retrouvera très vite pour une prochaine review sur Obi-Wan Kenobi. En tout cas, merci d'y avoir participé. Et je te dis d'avance merci pour la seconde, qu'on n'a pas encore tournée d'ailleurs. Mais en tout cas, toujours un plaisir de parler des nouveaux épisodes des séries Star Wars avec toi. Et en attendant, si vous voulez découvrir les figurines d'Obi-Wan Kenobi, ne zappez pas. Ah oui, il y a une vidéo que l'ami Max Rebo Collection a sorti, une petite rétrospective assez complète en plus de 40 ans de figurines. 40 ans de figurines d'Obi-Wan Kenobi. De 1978, la première, la vintage. C'est ça. Même aux figurines qui ont été annoncées récemment, parce qu'ils ont annoncé récemment la vintage collection et la Black Series de Wandering Jedi, donc du Obi-Wan Kenobi, version série Disney+. Il y a de quoi faire. Donc. Ça en fait des figurines. N'hésitez pas à aller voir du coup sa vidéo qui est très intéressante, qui retrace un petit peu l'histoire d'Obi-Wan Kenobi en figurine. J'espère en tout cas que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter pour décrire l'avis que vous avez sur ce premier épisode. N'hésitez pas également à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Comme je le disais, on se retrouve demain pour la prochaine review d'Obi-Wan Kenobi. À très très bientôt donc, et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.